Salut, bienvenue sur l'art de lire. Si tu aimerais recevoir la notification de YouTube à chaque fois qu'il y a un nouveau livre publié, je te prie de t'abonner sur cette chaîne et d'activer la barre des notifications. Je te souhaite une bonne lecture. Voici le livre d'Olivier Seban. Tout le monde mérite d'être riche. Ou tout ce que vous n'avez jamais appris à l'école à propos de votre argent. Introduction. Fausses croyances et réalité. Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Pourquoi certains d'entre nous sont-ils capables de s'enrichir alors que d'autres n'y arriveront jamais? Les obstacles sont-ils d'ordre matériel, spirituel ou psychologique? Avec le recul, j'ai acquis la certitude que seuls ceux qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour s'enrichir n'y arriveront jamais, et que l'enrichissement est à la portée de tous à condition de posséder une éducation adaptée au sujet et d'avoir la volonté d'y arriver. La bonne nouvelle, quand on ne sait pas nager, on peut toujours apprendre à le faire. C'est pour cette raison que ce livre ne parle pas uniquement de votre argent, mais de ce que vous devez faire pour le mettre à votre service et vous enrichir durablement. Avant toute chose, il est nécessaire de laisser tomber vos a priori et tout ce que l'on vous a mis dans le crâne au sujet de l'argent et de son côté sulfureux. Ces croyances ne servent que d'alibi pour se conformer à une éducation parentale, scolaire, spirituelle et économique fondée sur la méfiance à son égard et l'ignorance des principes élémentaires qui régissent son fonctionnement. Elles ne font que nourrir et renforcer des convictions erronées, trop communément admises, qui nous incitent à prendre les mauvaises décisions ou exprimer des avis bien trop tranchés sur le sujet. D'une manière générale, la plupart de ces grandes idées sont fausses et ne font que générer des attitudes inadaptées à notre vie moderne. La conséquence directe de l'application de ces croyances et mensonges est un accroissement inéluctable des écarts entre les riches et les pauvres. Deux paradoxes démontrent bien l'ambiguïté de nos comportements à l'égard de l'argent. Bien que la plupart d'entre nous le convoitent officieusement, l'argent est officiellement détesté. Par les pauvres pour justifier qu'ils n'en ont pas, par les riches qui jugent plus prudent de vivre cachés. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais peu de personnes essayent vraiment de comprendre son fonctionnement pour en tirer le meilleur parti. Ce comportement timoré relevant plus souvent de l'ignorance des mécanismes de base ou de la peur du qu'en dira-t-on. Pourtant, l'argent est utilisé au quotidien par chacun d'entre nous, à la différence que les riches savent le mettre à leur service et ne se posent pas des questions pour leur avenir, alors que le plus pauvre le convoite dès le 10e du mois et redoute de le perdre dès qu'il faut l'utiliser en dehors du quotidien. Cette réaction craintive aura souvent pour effet de paralyser ou de freiner leurs actions au moment opportun. Ainsi, il manque les opportunités qui pourraient les aider à changer de camp. C'est parce que nous avons tous besoin de manger et de nous loger que notre vie en société est avant tout économique et que l'argent est omniprésent dans notre quotidien, ce qui implique que notre qualité de vie sera inévitablement la conséquence de nos actes et de nos décisions économiques. Dès lors, il nous reste deux solutions, le bouder ou l'apprivoiser. Si vous tenez réellement à vous enrichir, mais que vous êtes fâché avec l'argent, vous avez intérêt à vous réconcilier rapidement. En effet, si vous ne l'aimez pas un minimum, si vous n'apprenez pas à le connaître, il y a peu de chances qu'il daigne travailler pour vous. L'enrichissement, c'est avant tout une grande aventure humaine et une expérience de vie souvent unique, dans tous les sens du terme. Mais force est de constater que peu de choses nous préparent à la vivre correctement, et sûrement pas l'école qui renforce son aspect mystique
par le simple fait que le thème de l'argent n'est jamais abordé en classe. École qui se borne à dispenser une connaissance adaptée à la vie professionnelle, tout en oubliant l'aspect économique du quotidien. Résultat, et sans connaissance préalable des mécanismes de l'argent, la plupart des jeunes sont happés par la société de consommation et n'hésitent pas à contracter des crédits à tort et à travers pour se payer les jouets de la vie moderne. Conséquence, observe une explosion du surendettement chez les moins de 25 ans. Pire encore, ceux-ci entrent dans la vie active en reproduisant les schémas parentaux sans se poser des questions. Ils travaillent toute leur vie pour payer leurs factures, rembourser leurs crédits, acquitter leurs impôts et comptent sur l'État pour assurer leur retraite. Au final, ils ne travaillent plus pour vivre, mais vivent uniquement pour travailler. Argent, tabou et fausses croyances. À l'inverse des anglo-saxons beaucoup moins complexés sur le sujet, je ne vous apprendrai rien en déclarant que l'argent est mal vu dans nos sociétés judéo-chrétiennes. Ce blocage typiquement latin, conséquence de l'héritage spirituel d'un certain nombre de certitudes plus ou moins bien assumées, s'avère être un puissant frein à l'enrichissement. Et que ce soit au travers des religions, des sectes ou d'autres instances manipulatrices, une bonne partie du monde repose sur de fausses croyances rarement vérifiées qui se révèlent génératrices de comportements biais et inadaptés. L'argent n'échappe pas à la règle. Et pour toutes les régions déjà évoquées et sur lesquelles je reviendrai plus loin, j'estime que tout ceci représente un danger réel. D'une manière générale, ces comportements reposent sur des croyances essentiellement d'ordre psychologique ou comportemental que l'on appelle croyances limitatives. Celles-ci ne font qu'ériger des barrières qui nous empêchent d'agir en générant des fausses excuses du type « je n'y arriverai pas »,« je n'ai pas le temps »,« je n'ai pas les moyens », souvent parce qu'il est plus facile de ne pas savoir, de ne pas agir et de ne rien changer, ou encore par conformisme, facilité et tranquillité d'esprit. Nous avons tendance à reproduire les schémas parentaux parce que ne pas changer notre modèle principal, celui de nos parents, c'est en principe ne pas prendre de risques. Donc pas de remise en cause et nous restons dans le cercle vicieux. Ces fausses croyances nous paralysent et sont généralement infondées. Et si nous nous référons aux études économiques qui rapportent que 20% de la population détiennent 80% des richesses, nous pouvons logiquement penser que ces croyances sont perpétuées par la plus grande majorité qui ne fait que véhiculer des idées incitant à la reproduction de modèles habituels et inefficaces, jamais remis en question. Au final, elles ne font que générer des comportements qui vont à l'encontre de nos objectifs de richesse. Elles sont pourtant communément admises et enfouies dans ce que j'appellerais notre subconscient actif, relatif aux actions que nous effectuons quotidiennement sans y réfléchir. Penchons-nous sur les plus importants et regardons en quoi nous pouvons modifier notre comportement pour atteindre nos objectifs. Croyance numéro 1. L'argent ne fait pas le bonheur. Faux. Certainement la plus grosse escroquerie morale de tous les temps. Si vous avez besoin de vous en convaincre, demandez à un pauvre ce qu'il en pense. Seuls les utopistes croient ou veulent encore croire que l'argent n'a rien à voir avec le bonheur. Je ne sais pas d'où vient cette croyance. Certainement de riches qui ne veulent pas vendre la mèche. Mais si l'argent ne fait pas le bonheur à lui seul, je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord pour dire qu'il y contribue fortement. Indéniablement, si vous savez l'utiliser pour le bien-être de ceux que vous aimez, il sera sans aucun doute votre plus fidèle allié. Il vous permettra d'évacuer la peur du lendemain, de profiter de la vie et de ses plaisirs en apportant une sérénité propice à l'épanouissement de chacun. Croyance numéro 2. L'acquisition de richesses se fait au détriment des autres. Faux. Cette idée typiquement issue de notre éducation judéo-chrétienne sert avant tout d'alibi pour justifier une politique d'inaction ou générer des avis négatifs envers ceux qui essayent de s'enrichir. Je remarque surtout qu'il est plus facile de dénigrer ceux qui agissent que d'agir soi-même. Ce type de croyance permet également de justifier son ignorance de l'argent et d'être bien vu par la majorité bien pensante
En réalité, la plupart des investissements que vous serez amenés à réaliser seront purement et essentiellement basés sur des relations gagnant-gagnant. Lorsque vous achetez des actions en bourse, même si vous ne savez pas exactement qui vous les vend, c'est noyé dans le flux des transactions. Vous n'avez pas lésé le vendeur. Généralement, il met ses actions en vente parce qu'il estime qu'elles vont baisser et ou que le gain réalisé lui suffit. Et de votre côté, vous décidez de les acheter car vous pensez qu'elles vont monter. Même si chacune de ces deux parties a une raison diamétralement opposée à celle de l'autre de concrétiser cette transaction, aucune des deux n'a été flouée. Croyance numéro 3. S'enrichir demande beaucoup de temps. Faux. Une croyance de fainéant. Hormis quelques cas très spécifiques, je ne connais personne qui se soit enrichi en quelques jours. Un minimum de temps est nécessaire pour laisser grandir les arbres qui porteront les fruits de votre richesse. Ne croyez pas pour autant que cet enrichissement prendra 20 ou 30 ans. Dans beaucoup de cas, vous pouvez vous enrichir en une dizaine d'années et générer suffisamment de richesse pour entrevoir un avenir plus serein. En ce qui concerne le temps de travail requis pour s'enrichir, il est évident que cela ne tombera pas tout seul dans votre poche et que vous devrez y consacrer un peu de temps. Disons 30 minutes par mois et encore pas tous les mois. Dans la pratique, s'enrichir ne prend pas plus de temps que de s'appauvrir. C'est surtout et avant toute une façon d'appréhender les choses. Seul le mode de pensée et la nature de ces pensées détermineront le comportement que vous adopterez vis-à-vis de l'argent et vous conduiront dans une direction ou une autre. Croyance numéro 4. Il faut déjà avoir de l'argent pour s'enrichir. Faux. Encore une fausse croyance qui limite l'action. En adhérant à ce principe, vous sous-entendez qu'en naissant pauvre ou désargenté, il est inutile d'essayer de s'enrichir. Toutes les stratégies d'enrichissement que je vous propose dans ce livre partent du principe que vous n'avez aucun patrimoine et je vous démontrerai l'ambiguïté qu'il est possible de s'enrichir en suivant des stratégies simples et accessibles à tous. Par-dessus tout, vous découvrirez qu'en matière d'argent, beaucoup de personnes ordinaires sont capables de faire des choses extraordinaires. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est le désir d'y arriver, pas d'argent. Croyance numéro 5. Pour prospérer, il suffit d'avoir un bon métier. Faux. Rappelez-vous ce que disaient vos parents ou ce que vous dites peut-être à vos enfants. Travaille bien à l'école pour avoir un bon métier. C'est ce que la plupart des parents répètent à leurs enfants parce que c'est un schéma rassurant, surtout pour eux, que de disposer d'une paye qui tombe tous les mois. Pourtant, si vous voulez vraiment vous enrichir, la réalité est tout autre. Lisez les journaux économiques ou People qui relatent la réussite de Monsieur X ou Y. Aucun article ne mentionnera qu'ils ont fait fortune en allant au travail sagement chaque jour de la semaine. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pourrez pas vous enrichir même si vous travaillez dans l'administration. Je dis seulement qu'il y a peu de chances que vous arriviez à vous enrichir avec votre seul salaire. En revanche, comme tous ceux qui n'ont pas de patrimoine, votre emploi et ou votre capacité de travail représente un actif important qui, correctement utilisé, sera votre première source de richesse. Je vous montrerai comment l'utiliser au mieux pour évoluer et franchir les barrières. La vraie réponse et une des solutions à l'enrichissement, ce n'est pas de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Travailler plus dur peut être générateur d'augmentation, mais c'est surtout la façon dont vous utiliserez votre argent qui décidera de votre avenir. Le but est d'avoir 2 emplois, un pour vous, un autre pour votre argent. Faites en sorte de l'utiliser au mieux et il deviendra votre plus fidèle serviteur et travaillera pour vous sans relâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ne pensez pas que vous aurez besoin de beaucoup de temps ou d'énergie. Paradoxalement, vous découvrirez que l'enrichissement intelligent, c'est surtout lorsque vous faites un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Voir plus loin PEGR et GEPR. Nous sommes condamnés à nous enrichir. Le 28 avril 2005, Libération faisait mention d'un rapport du CERC, Centre d'études des revenus et des coûts, dans un article titré « Pour un salaire, t'as plus rien ». Je vous rapporte ici cet article.
Le niveau de vie des ménages qui ont leur salaire pour seul revenu s'est effondré depuis 20 ans, affirme jeudi une étude du Cercle selon laquelle la condition salariale est aujourd'hui comparable à ce qu'elle était il y a un demi-siècle. Les récentes revendications salariales ne sont pas le fruit d'une illusion d'optique liée à l'annonce de profits boursiers records, souligne l'étude. Le salaire net moyen n'a guère connu de progression du pouvoir d'achat depuis la fin des années 1970. Au total, sur les 25 dernières années, les gains du pouvoir d'achat sont restés minimes, de l'ordre de 0,2 à 0,3% par an, largement inférieur à l'évolution du niveau de vie moyen en France, souligne le Cercle. Cette quasi-stagnation du pouvoir d'achat du salaire net moyen est d'autant plus remarquable que le niveau moyen de la qualification de la main-d'œuvre salariée n'a cessé d'augmenter tout au long de la période, révèle l'étude. À structure de qualification constante, le salaire net moyen a donc connu une perte de pouvoir d'achat comprise entre 4 et 8% depuis 1978, estime le Cercle. Cette détérioration a touché tous les salariés, qu'ils travaillent dans le secteur privé ou dans la fonction publique. Au total, le niveau de vie des ménages n'ayant que leur salaire comme revenu a fortement chuté depuis 1982. Très rapide dans la première moitié des années 1990, elle a marqué une pause à partir de 1997 avant de reprendre en 2002 et 2003. Aujourd'hui, la place des ménages des salariés ou de chômeurs dans l'échelle de niveau de la vie est comparable à celle qui prévalait au milieu des années 1950, affirme le Cercle. Cet état de fait n'est pas seulement réservé à la France. Dans tous les pays, les constats sont identiques. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Les écarts continuent de se creuser. Et ce n'est pas près de changer. Heureusement, la situation n'est pas irrémédiable, mais à moins de gagner au loto environ une chance sur 14 millions ou d'hériter d'un oncle inconnu. Votre escarcelle ne se remplira pas toute seule. C'est à vous de prendre votre destin financier en main. Si vous voulez vous enrichir pour assurer votre avenir et celui de vos enfants, et si vous tenez à leur laisser quelque chose après votre mort, il faut agir. Et si vous pensez que l'État sera toujours là pour s'occuper de votre santé et de vos retraites, vous vous mettez le doigt dans l'œil. L'État ne sait faire qu'une seule chose. L'État fabrique des pauvres toujours plus dépendants de sa capacité à régler les problèmes. Ne vous faites aucune illusion. Il est fort probable que nous nous approchions de la fin de l'État-providence. Depuis des dizaines d'années, celui-ci démontre son incapacité à régler le problème du chômage, des retraites, de la santé et ne cesse d'augmenter les différents impôts et taxes pour masquer son incompétence et combler les déficits de ses institutions. À terme, les différentes prestations seront profondément remodelées et transformées, voire réduites, et ce n'est pas parce que les syndicats appelleront à la grève générale que les caisses se rempliront. Avec 13 milliards de déficit, notre bonne vieille Sécu est devenue l'insécurité sociale. Il est évident qu'elle ne pourra pas éternellement subvenir aux besoins de tous avec la même qualité de soins. Ce sont essentiellement les pauvres et les classes moyennes qui en souffriront le plus et paieront les pots cassés. À l'image des dernières réformes qui imposent de participer aux frais de consultation et d'hospitalisation forfaitairement sans discrimination entre riches et pauvres. Le riche moins dépendant s'en fiche et s'octroie les services d'un spécialiste. Les pauvres payent et souffrent. Même constat pour les retraites. L'allongement du délai de cotisation affectera surtout les pauvres qui travailleront plus dur et plus longtemps, ce qui implique mathématiquement qu'ils profiteront moins de leur retraite, bien qu'ils auront payé leur part et contribué à payer aussi celle des riches. Idem pour les allocations chômage. Les ACDIC et UNEDIC affichent un déficit abyssal de 14 milliards d'euros. Les remarques précédemment formulées pour la sécurité sociale restent identiques et parfaitement valables. Avec cette petite parenthèse, à mon sens, les prestations chômage sont trop attractives et n'incitent pas au travail. Elles devraient aider celui qui perd son emploi à vivre en attendant d'en trouver un, pas à remplacer son salaire. À trop tirer sur la corde, celle-ci cédera. Si les abus continuent, il n'y aura plus d'assurance chômage pour les générations à venir. Je ne cherche pas à critiquer les gouvernements.
Je ne fais qu'analyser les choses et regarder l'impact économique possible pour chacun d'entre nous. Les hommes politiques changeront peut-être les lois pour s'adapter aux différents contextes à venir. D'ici là, le citoyen lambda a sérieusement intérêt à penser à son avenir et arrêter de croire que aide-toi et le gouvernement t'aidera. Moralité, vous devez vous prendre en charge. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre vie, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Soyez conscient que les résultats et les conséquences dépendront uniquement de ses attitudes, de sa bonne volonté ou de son éthique. Si vous êtes dépendant de l'efficacité des autres, vous êtes en danger ou alors vous croyez encore au Père Noël. L'actualité illustre chaque jour un peu plus la création insidieuse d'un potentiel de précarité. Je ne dis pas que tout sera aussi noir ni que le pire arrivera, mais pourquoi prendre ce risque? D'autant plus qu'il n'est pas vraiment difficile de se prémunir contre les aléas de la vie. Les solutions existent et passent obligatoirement par un enrichissement personnel qui vous permettra de gagner votre indépendance. Enrichissez-vous. Passons aux aspects positifs et à la première bonne nouvelle. Il est possible de s'enrichir. C'est accessible à la plupart d'entre nous. Et cela n'a jamais été aussi facile. À condition toutefois d'être réellement motivé, d'en avoir la volonté, le désir et d'être intimement convaincu qu'il est possible d'y arriver. Bien sûr, tout le monde veut être riche, mais votre compte en banque ne se remplira pas par l'opération du Saint-Esprit. Seuls vos actes et vos décisions rendront cela possible. Je sais par expérience que certains d'entre vous considéreront ce livre comme une simple aventure intellectuelle et qui l'oublieront aussi vite qu'ils l'ont découvert, alors que d'autres prendront plus au sérieux tout ce que je dévoilerai. Dans tous les cas, surtout si vous êtes convaincu de son intérêt, n'hésitez pas à partager ce contenu avec d'autres. Appliquez les principes que je présenterai et vous prendrez en main votre avenir en bâtissant les fondations d'une liberté financière que beaucoup vous envieront. Certains d'entre vous seront sceptiques à la lecture de cette dernière affirmation et douteront qu'on puisse s'enrichir durablement grâce à un livre à 20 €. Ils ont raison. Soyez sceptiques et n'acceptez d'être convaincus que lorsque vous aurez vérifié par vous-même tout ce qui sera énoncé. C'est la seule façon d'intégrer correctement ces nouvelles connaissances. Objectif du livre. Vous trouverez dans ce livre tout ce qu'aucune école ne vous a jamais appris sur l'argent. Prenez mon cas. Je n'étais pas un cancre, mais mon manque d'affinité avec les études m'a conduit à être renvoyé 3 fois de l'école, 5e, seconde et terminale. Pourtant, j'étais financièrement indépendant et millionnaire à 32 ans. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Bien au contraire, je considère qu'une bonne éducation est un sérieux atout pour prospérer, mais insuffisant pour s'enrichir. Seule une éducation financière et une connaissance adaptée vous permettront de développer votre potentiel économique dans les meilleures conditions. Ce livre n'a pas pour vocation de faire de vous multimilliardaire. Les super riches ne sont que des cas particuliers. 4 sont sur la planète. Ils ne nous intéressent pas directement. En revanche, vous allez découvrir qu'il est relativement facile de commencer à s'enrichir et d'assurer son avenir en gagnant quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros dans les 10 années à venir. Cet ouvrage n'est pas uniquement réservé à ceux qui veulent passer du bon côté de la barrière et s'enrichir. Il est également destiné à tous ceux qui veulent apprendre à garder leur argent et à le faire fructifier. Dans les pages qui suivent, vous ne trouverez que du concret, du pragmatique et surtout des stratégies qui fonctionnent réellement. La plupart des exemples cités sont réels avec preuve à l'appui pour certains. Les différentes conclusions et remarques s'appuient sur des expériences vécues ainsi que sur des réalités économiques. Vous découvrirez également qu'il n'y a aucune formule magique, seulement des schémas gagnants facilement reproductibles. Plus vite vous les intégrez, plus rapidement vous construirez les fondations de votre avenir et de votre enrichissement. Vous êtes déjà riche, mais vous ne le savez pas. Le but avoué de ce livre est de fournir un mode d'emploi pour l'élément central de notre vie économique, l'argent. Il vous aidera à modifier vos comportements pour les adapter à vos objectifs et à penser en riche. Vous apprendrez à mettre en œuvre toutes vos ressources personnelles et à matérialiser la valeur que nous avons
tous en nous, à commencer par notre travail qui représente notre premier actif. Je vous montrerai comment utiliser les meilleurs véhicules d'enrichissement que les riches affectionnent et surtout vous découvrirez qu'ils sont accessibles à tous. J'ai essayé de rendre cet ouvrage attrayant et facile à lire pour que vous vous y intéressiez le plus possible. Vous ne trouverez aucun livre, en tout cas à ma connaissance, qui explique aussi concrètement comment vous pouvez vous enrichir et prospérer. J'espère que celui-ci sera un précurseur en la matière. Première précision. La vision du monde que j'exprime dans ce livre est très binaire. Vous êtes riche ou pauvre, s'il vous plaît, ne soyez pas choqués si j'emploie ces mots de façon trop catégorique. Je ne présage en rien de votre fortune ou infortune. Ces mots sont uniquement là pour qualifier des comportements types. Je sais que le monde n'est pas noir ou blanc et qu'il existe une infinité de possibilités entre ces deux extrêmes. Deuxième précision. La plupart des exemples cités me concernent plus ou moins directement. Le but n'est pas d'écrire un livre destiné à ma gloire personnelle, mais de démontrer qu'il est réellement possible de s'enrichir et que ce n'est pas très compliqué. Imaginons maintenant que vous assistiez à l'un de mes séminaires « Comment s'enrichir en 10 leçons ». Nous continuerons ce livre à la prochaine vidéo. Pour cela, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et activer la barre des notifications. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser ton pouce bleu et aussi de commenter qu'est-ce que tu as plus aimé dans cette partie du livre. À la prochaine!